Bonsoir. Nous sommes le vendredi 7 novembre 2014, il est près de 23 heures, et je voudrais vous parler de la prévision, de la prophétie. Ouais. Sous deux angles. Premier angle, c'est que c'est vrai qu'on se moque parfois des prophéties faites après coup, qui expliquent ce qui s'est passé une fois que ça s'est passé. Mais en fait, on en est toujours là. Parce que même une prophétie réalisée avant, quand faut-il prouver qu'elle correspond bien à ce qui a été, à ce qu'on dit qu'elle a prophétisé? Et ça, c'est pas si évident que ça non plus. Vous voyez donc là la différence entre une explication a posteriori d'une prophétie. Ben, de toute façon, toute prophétie est a posteriori. Parce que on ne va légitimer une prophétie qu'une fois qu'elle se sera accomplie. Ou du moins une fois qu'on aura estimé qu'elle s'était accomplie. Et donc, la différence entre une prophétie, une explication que je ferai d'un événement après qu'il se sera produit, ou de la justification d'un événement que j'aurai annoncé avant qu'il n'ait lieu, la différence n'est pas très grande en réalité. Non. On s'aperçoit que dans bien des cas, les gens vont dire ah oui, les faits prouvent que la prophétie, c'est bien, la prophétie ou la prévision, peu importe, était juste. C'est pas si simple de montrer qu'une prophétie était juste. Il y a des gens qui parlent de ça comme si on vendait des pommes de terre ou des chaussures, mais non. Prouver qu'on a annoncé quelque chose, ce n'est pas si simple. Et ça se prête à des tas de débats. Tout autant que d'expliquer après coup quelque chose, c'est pareil au fond, c'est pas très différent. Pourquoi? Parce que il peut s'agir d'un hasard. On va dire oui, vous avez prophétisé ça, oui, mais enfin, votre prophétie était très vague, elle n'était pas assez précise, et puis il y a eu une coïncidence, etc., etc. Donc il ne faut pas croire qu'il y a des prophéties qui sont faciles à valider. Pas du tout. À moins d'une précision extraordinaire dans les détails, dans les moindres détails, ce qui est rarissime, ce qui est même inconcevable, eh bien en fin de compte, il y a toujours du flou, il y a toujours du flottement entre le texte avancé comme étant prophétique et les événements qui sont censés correspondre à ce texte. Je ne dis pas qu'il ne soit pas intéressant d'annoncer ou d'essayer d'annoncer à l'avance les choses. Je dis simplement que il y a des gens qui sont passés maîtres à annoncer des choses de façon tellement vague que de toute façon, ils auront toujours raison, ou ils n'auront jamais tort. Ça, c'est un métier qui s'apprend aussi. Et on pourrait revenir sur les exigences qu'il faudrait avoir pour qu'une prophétie ait la moindre chance d'être prise au sérieux. De toute façon, je dirais que en astrologie, il faut que les choses se répètent. Il faut du quantitatif en astrologie. Il faut qu'il y ait nombre de cas qui aillent dans le même genre, dans le même sens. Un coup, ça ne veut rien dire en astrologie, un coup. Là, on est dans la voyance, on est un tout peu. L'astrologie, elle est à la répétition, elle est à la récurrence, elle est à la réitération. Mêmes effets, mêmes causes.
même dans ce cas-là, ça ne suffit pas. Parce que on va nous dire que c'est de la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que les différents événements qu'on relie à un même phénomène sont réellement comparables, analogues? Ça se discute aussi. Donc c'est pour vous dire que sur le terrain, finalement, tout se discute. Tout se discute. Et au bout du compte, c'est bien sur le plan historique et théorique que le combat pour l'astrologie se joue réellement, et pas sur le plan pratique. C'est le jour où l'astrologie aura des formulations qui seront compatibles avec celles d'autres disciplines que sa reconnaissance en sera facilitée. Ce n'est pas en se présentant d'une façon totalement atypique, idiosyncratique, quels que soient les résultats qu'on peut mettre en avant, que cela va arranger les choses. Ça, c'était le premier point. Un deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est effectivement les self-fulfilling prophecies, c'est-à-dire les prophéties que moi-même je contribue à faire se réaliser. On dit par exemple, c'est peut-être une légende, que Cardan se serait laissé mourir pour mourir le jour qu'il avait annoncé. C'est une légende, peu importe, peut-être que c'est vrai, je ne me souviens pas. Mais c'est ça le truc. Or, il y a des domaines où c'est possible de contribuer à ce que les choses se passent comme prévu. Geoffrey Dean, par exemple, dans Recent Advances in Astrology, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, qui vit en Australie, Perth, écrivait l'autre jour, à propos des travaux de Gauquelin, je ne sais pas, que c'était les parents qui faisaient naître leurs enfants sous un certain ciel. Donc là aussi, self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que ce sont les parents qui veulent que, par exemple, l'enfant naisse lorsque Mars se lève ou lorsque Jupiter se lève. Et donc ça contribue à ce que bon voilà, c'est un genre de raisonnement comme ça. Mais celui sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, ce soir, c'est la prophétie du féminisme. Parce que le féminisme est une prophétie. Complètement. Moi qui suis un spécialiste de la prophétie, des prophéties, pour moi le féminisme est une prophétie typique. Avec tout ce que ça peut avoir justement comme effet d'annonce. Et comme manipulation de l'opinion pour que l'on dise, effectivement, ça s'est produit comme ça avait été annoncé, comme ça avait été prophétisé. Parce que toute la question est là. De prouver qu'on annonce quelque chose, et après, on va prouver que ce qu'on a annoncé s'est bien déroulé, que ça correspond. C'est ça le jeu. Le jeu consiste à faire n'importe quelle prophétie, et puis après, quand les choses arriveront, eh ben on essaiera par tous les moyens de prouver que ça s'est bien produit. Et on peut jouer à ce petit jeu. On prendra un détail par-ci, un détail par-là, un élément par-ci, un élément par-là, on dira voilà, j'ai gagné ma prophétie. Sur la base de ce qui va, parce que la réalité est d'une complexité certaine, et donc on peut trouver toujours dans la réalité des choses qui vont sembler correspondre à ce qu'on avait annoncé. Revenons à la question des femmes. Si je dis par exemple que demain les femmes auront le pouvoir, c'est une prophétie. Tout comme par exemple quand on disait, je sais pas moi, les communistes vont être les premiers, vont dépasser les États-Unis, je sais pas, etc. Enfin, peu importe. On vit dans un champ prophétique. On a un président public qui dit que le chômage va baisser, c'est une prophétie. Ce sont des exemples intéressants, parce que jusqu'à un certain point, il y a des trucs qui permettent normalement de faire que la prophétie se réalise. Ou qu'on pouvait croire que ces trucs allaient marcher. On fait des prophéties, et puis le type qui a fait la prophétie, il croyait qu'il avait les mains, il avait des cartes en main qui lui permettaient de réaliser sa prophétie. C'était peinard.
Par exemple, les socialistes ont pu dire, voilà, on va faire baisser le chômage, et on sait que si on crée des emplois machin, des emplois trucs, etc., et si on endette l'État, on va créer des emplois plus ou moins, non pas fictifs, mais des emplois de gens qui ne sont pas vraiment nécessaires, comme par exemple les démocraties socialistes avaient le plein emploi, mais les gens travaillaient à ne rien faire parfois. Donc, on peut jouer là-dessus parce que une fois qu'on focalise sur un objet à atteindre, on peut trafiquer tout ce qui va avec cet objet. La focalisation sur la prophétie encourage la contrefaçon, encourage l'imposture. Je vais fabriquer quelque chose pour que ça corresponde à la prophétie que j'ai faite. Et ensuite, quand j'aurai fait cette chose-là, je dirais, ben oui, voyez-vous, ça avait été prophétisé, donc c'est vrai. Il y a par exemple l'affaire de Jésus de Nazareth. On a dit, mais il avait été prophétisé. Ah oui, il a été prophétisé, donc s'il a été prophétisé, et bien justement, quelqu'un peut se présenter en disant, voilà, je suis celui qui a été prophétisé. Donc là, on manipule, on exploite, on instrumentalise la prophétie. C'est pour ça que la quelqu'un qui dit, j'ai été prophétisé, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que justement, au contraire, on se dit, bah, s'il a été prophétisé, il en a profité pour se faire prendre au sérieux. Mais revenons à la question des femmes pour terminer notre petit exposé, comme ça. À savoir que les femmes au pouvoir, ben, on peut mettre des femmes au pouvoir sans qu'elles le demandent. On peut dire, tiens, on va mettre une femme au pouvoir. Tiens, on va avoir un gouvernement, il y aura autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Tiens, on va mettre une première ministre femme, comme sous Mitterrand. Tiens, on va ceci et ça. Bon. Et on peut aussi en parler dans l'entreprise. Tiens, pour bien faire, on va faire ceci, vers cela. Tiens, on va avoir tant de ministres, de députés, etc. C'est aussi ce qu'on appelle la discrimination positive, tout simplement. Donc on fait la discrimination positive pour correspondre à la prophétie annoncée. Donc, il y a des prophéties, les gens se disent, mais moi, je n'aurai aucun souci, aucun problème pour réaliser cette prophétie, ou pour faire que cette prophétie se réalise. Ce n'est pas un problème, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont le fait du chef, le fait du roi, le fait du président, le fait du Premier ministre, et s'il a envie de mettre en avant tant et tant de femmes, il peut le faire. Il sait le faire, il peut le faire. Et donc là, sa prophétie, elle sera accomplie. Hein. Donc il y a des cas où il faut bien comprendre que la réalisation d'une prophétie, ça peut être tout simplement un acte de volonté. Bon, maintenant, on ne peut même pas dire que ce sont les femmes qui ont gagné la partie. C'est simplement une philosophie de l'égalité, un devoir d'égalité que les hommes eux-mêmes se sentent obligés de respecter et d'assouvir. Maintenant, malheureusement, en dehors de certains créneaux où on peut effectivement arriver à certains résultats, il y a deux créneaux en fait. Il y a vers le haut les gens qui sont nommés par le pouvoir pour avoir un poste X ou Y. Et puis en bas, il y a tous les postes interchangeables, travail en miettes, où on peut mettre n'importe qui, homme ou femme. Le problème, c'est entre les deux extrêmes que le problème se pose réellement. C'est pas ni les femmes premiers ministres, ni les femmes secrétaires ou ouvrières, hein, ou même professeurs. Bon, parce que le professeur, c'est le nouveau prolétariat. Et donc, c'est pas là que ça se passe. Ce qui se passe, ce qui se joue réellement, c'est dans le champ de la création artistique, de la recherche scientifique, et surtout, et ça c'est un critère qui n'a pas été suffisamment mis en avant, dans le domaine de l'influence. Je veux dire par là que
Tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, imaginons une arrivée d'une course. Il y en a un qui arrive avant l'autre. En soi, ça paraît insignifiant, c'est un jeu insignifiant. Mais en réalité, c'est très profond cette affaire. Parce que si on transpose, c'est celui qui fait la première, qui montre le premier le chemin, qui détermine tout le reste. C'est pour ça que le deuxième, il n'a aucune valeur, le deuxième. Parce que le deuxième, il ne fait que répéter ce qu'a fait le premier. Celui qui vient en second, enfin, je répète, cette course, elle est symbolique. Mais la philosophie qui est derrière cette course, la leçon qui est derrière cette course, c'est effectivement, celui qui vient en deuxième, troisième, quatrième position, ce n'est que comme quelqu'un qui viendrait et qui répéterait et qui reprendrait à son compte ce qu'on a dit avant lui. Puisque l'autre, il est arrivé avant vous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est une parabole. Bon. Le grand critère, c'est pas compliqué, c'est est-ce que il s'agit de quelqu'un qui a exercé une grande influence sur d'autres personnes, qui a donné à d'autres personnes beaucoup d'emplois. D'emplois dans tous les sens du terme, ça peut être dans l'entreprise, dans le laboratoire, dans la recherche, dans la musique, dans n'importe quel domaine. Les hommes sont des pourvoyeurs d'emplois. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des gens qui sont employés. Les grands hommes sont des pourvoyeurs d'emplois. Le critère, il est là. Tant qu'on ne pose pas le problème de cette façon-là, c'est pas la peine. Il ne s'agit pas d'être employé, il s'agit d'être employeur. Donc les femmes qui sont employées, ça ne compte pas, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les femmes qui sont employeurs, et qui sont employeurs parce que, au sens où je l'entends, c'est-à-dire pas je vous emploie, etc. Non, les gens qui lancent quelque chose qui va être repris par un très grand nombre de personnes. Ce sont des gens qui sont exemplaires dans leur façon de travailler, dans leur façon de penser, et qui vont essaimer. C'est pas simplement quelqu'un qui arrive à un certain poste. Non, ça ne suffit pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que là aussi, la prophétie du féminisme, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne définit pas clairement son objectif. Et donc, par contre, quand on ne définit pas clairement son objectif, on n'a aucun problème, puisque de toute façon, c'est pas clair dès le départ. On n'a pas précisé ce que ça voulait dire. Voilà.